Il y a quelque temps, il y a un membre de mes formations qui m'a demandé plus d'informations sur le pacte d'actionnaires et la fiducie-sûreté. Alors, c'est des notions qu'on voit en DCG, on peut aussi les retrouver en DSCG, et j'ai décidé d'en faire un cours spécial, une vidéo dédiée, pour en profiter non seulement pour rappeler les termes, réexpliquer qu'est-ce que c'est, mais aller un petit peu plus loin, donner un cours plus évolué, plus précis, plus en profondeur, pour vraiment détailler ces systèmes-là, pour que soit tu comprennes bien, soit ça puisse aussi te donner des idées pour ton mémoire de DSCG. Ce cours, il est un petit peu spécial parce que, à la fin, il contient une partie sur comment on utilise ces mécanismes dans la vie professionnelle, donc ça va te servir dans ton métier, et puis aussi, évidemment, comment se comporter face à de telles clauses lorsqu'on les voit en examen. Parce que le but premier, c'est d'abord de réussir l'examen et après réussir sa vie professionnelle. Donc, ces deux cours-là, je te les mets aussi en disponible sur YouTube. Et si toi aussi, tu veux rejoindre les membres de mes formations et avoir tous les cours en PDF, en audio, en vidéo, mais aussi avoir la possibilité de demander comme cela du cours supplémentaire pour approfondir n'importe quoi, quoi que ce soit, et en plus, si tu veux qu'on revoie ensemble des exercices que tu n'arrives pas à comprendre, je te laisse cliquer dans le lien dans la description pour nous rejoindre. Chapitre bonus, le pacte d'actionnaires. Premier point, définition et rôle d'un pacte d'actionnaires. Alors, le pacte d'actionnaires, qu'on appelle aussi le pacte d'associés, c'est un contrat extra-statutaire, donc en dehors des statuts, que tu peux signer avec d'autres actionnaires. Et ce contrat, il a pour objectif de définir comment vous allez gérer la société et comment vous allez répartir vos obligations. Tu as peut-être déjà vu que les statuts, ils sont un document officiel et public, alors que le pacte, ça reste privé. C'est utile parce que ça te donne une souplesse supplémentaire pour fixer des règles spécifiques entre vous. Imagine que tu sois actionnaire d'une société avec deux amis, vous pouvez prévoir dans le pacte des clauses hyper précises que vous ne voulez pas divulguer au public. Ça peut par exemple t'aider à éviter les conflits futurs en définissant à l'avance les modalités de prise de décision. Si tu te demandes pourquoi on a besoin de ça alors qu'on a déjà les statuts en soi, eh bien, souviens-toi que les statuts, ils ne laissent pas toujours la place pour des règles détaillées et encore moins confidentielles. Par exemple, si tu veux des clauses de sortie, des droits de vote spéciaux ou des engagements de non-concurrence, c'est plus simple de les signer dans un pacte d'actionnaires. Tu gardes tout ça hors de la publicité légale et tu peux, du coup, gérer les entrées et les sorties d'associés de manière plus discrète. À partir du moment où tu signes le pacte, il s'applique entre les parties signataires. Donc imagine que tu crées une start-up avec un associé, vous signez un pacte qui prévoit que si l'un de vous veut vendre ses parts, l'autre a un droit de préemption. Du coup, comme ça, tu peux être sûr qu'un inconnu n'arrive pas du jour au lendemain dans ta boîte. Tu ne mets pas forcément ça dans les statuts parce que tu veux garder la confidentialité et la flexibilité. Point suivant, les principales clauses du pacte d'actionnaires. Alors tu vas souvent trouver dans un pacte plein de clauses qui organisent la vie de la société entre les actionnaires. Il y a des clauses sur la gouvernance, sur la nomination des dirigeants, sur les règles de vote, mais aussi les clauses de cession et de transmission. Les clauses de cession, clauses d'agrément, clauses de préemption, clauses de sortie forcée, on appelle ça la drag along, et aussi les clauses de sortie conjointe qu'on appelle les tag along. Toutes ces clauses-là, elles permettent de définir qui peut vendre
dans quelles conditions et comment les autres peuvent réagir à cette vente. C'est pratique parce que ça t'évite de voir débarquer un nouvel actionnaire que tu voulais pas. Tu peux aussi prévoir des clauses financières, par exemple sur la répartition des dividendes ou les comptes courants d'associés. Tu peux par ailleurs inclure des clauses de confidentialité et de non-concurrence. Ça veut dire qu'un associé, il n'a pas le droit de divulguer certaines informations sensibles et qu'il ne peut pas monter une boîte concurrente dans ton dos. Pour éviter les galères, c'est courant de mettre des clauses de médiation ou d'arbitrage qui expliquent comment régler un conflit sans forcément aller au tribunal. Il peut aussi y avoir des clauses de pénalité si jamais un associé ne respecte pas le pacte. Toutes ces clauses, elles se cumulent et tu peux les personnaliser selon le fonctionnement que tu souhaites pour ta société. Si tu es le chef comptable d'une PME familiale par exemple, tu peux insister pour avoir une clause de non-concurrence pour t'assurer qu'aucun membre ne parte en emportant le savoir-faire familial avant d'aller travailler pour un concurrent. Et puis tu peux aussi demander une clause de médiation pour que, si jamais il y a un désaccord, vous tentiez d'en discuter avec un médiateur avant d'aller saisir le tribunal. Point suivant, les avantages du pacte d'actionnaires. Le pacte d'actionnaires, il offre une vraie stabilité à l'actionnariat parce que vous définissez vos règles en amont. Tu peux éviter beaucoup de soucis parce que tout est négocié avant et vous pouvez régler vos différends plus facilement. Les dispositifs de résolution de conflits, comme l'arbitrage, ils peuvent épargner des années de procédure. Alors il y a un autre avantage, évidemment, on en a parlé, c'est la confidentialité. Les statuts, ils sont publics, mais le pacte, il reste entre vous. Ce qui permet de garder secret certaines dispositions stratégiques. Par exemple, la répartition de certains dividendes ou des clauses de veto particulières. Évidemment, tu as aussi une grosse flexibilité dans le pacte, parce que tu n'es pas bloqué par les contraintes légales. En tout cas, pas celles aussi strictes qu'il y a dans les statuts. C'est-à-dire que tu peux définir des mécanismes de sortie ou d'entrée d'associés sans avoir à passer devant un notaire ou à modifier les statuts. Et ça, c'est particulièrement pratique si tu veux que ta société elle évolue rapidement ou que tu envisages des tours de table successifs. Tu peux prévoir exactement les conditions de sortie pour protéger un actionnaire minoritaire ou pour faciliter la cession complète si tu veux vendre à un gros investisseur. Disons que tu possèdes 40% des parts d'une start-up et ton associé il en a 60%. Et le pacte, il pourrait prévoir une clause de sortie conjointe qu'on appelle la tag-along, qui veut dire que si ton associé majoritaire il décide de vendre ses parts, tu peux exiger de vendre les tiennes aussi et au même prix. Du coup, en fait, tu vas éviter de te retrouver coincé avec un nouveau patron auquel tu fais pas forcément confiance. Point suivant, les limites du pacte d'actionnaires. Le pacte, il n'a d'effet qu'entre les personnes qui l'ont signé. Ça veut dire que si d'autres actionnaires ne l'ont pas signé, ils ne sont pas tenus de le respecter, sauf si la société, elle est aussi partie au pacte. Si le pacte y contredit directement les statuts ou bien des règles d'ordre public, eh bien la clause en question, elle risque d'être annulée. Donc, il faut quand même faire gaffe à bien harmoniser tout ça avec les statuts de la boîte. Fais attention aussi à la divulgation involontaire parce que même si le pacte il est confidentiel, tu peux ressortir lors d'un litige ou d'un contrôle fiscal ce fameux pacte. Et si une clause n'est pas respectée, la partie lésée elle peut demander des dommages d'intérêt ou d'autres sanctions. Par contre, ça exige souvent d'aller devant un juge ou un arbitre. C'est pour ça qu'il vaut mieux soigner la rédaction et parfois passer par un conseil juridique pour être sûr que tout est légal et cohérent. Si tu es chef comptable et que tu découvres qu'un associé a violé une clause de non-concurrence, tu peux en référer à la direction. Et ensuite, si la clause prévoit des pénalités, la société peut exiger une indemnisation. C'est un moyen de défendre tes intérêts et ceux de tes partenaires. Point suivant, les aspects spécifiques pour un chef comptable.
Donc là, on va plus parler de la préparation du DSCG et de ta vie professionnelle. En tant que chef comptable, tu dois comprendre comment les clauses de distribution de dividendes, elles peuvent impacter la trésorerie et la structure financière de la boîte. Si un pacte, il prévoit une distribution prioritaire à un actionnaire, il faut que tu en tiennes compte quand tu vas établir les comptes. Puis de même, s'il y a des clauses sur les comptes courants d'associés, notamment sur les taux d'intérêt ou sur les conditions de remboursement, là aussi ça peut modifier la façon dont tu vas enregistrer les dettes ou bien la trésorerie. Tu vas aussi contrôler la comptabilisation de la rémunération des dirigeants en vérifiant qu'elle respecte bien les clauses du pacte. C'est-à-dire que si le pacte il dit que le dirigeant ne prend pas de dividendes, en tout cas qu'il en prend seulement après avoir atteint un certain objectif, eh bien tu dois vérifier que c'est cohérent avec les chiffres que tu as. Il arrive que, lors d'une mission d'audit, le commissaire aux comptes, il te demande si un tel pacte existe. Donc, tu dois être au courant, parce que ça peut influencer la manière dont les comptes sont présentés. Donc imagine que le pacte, il stipule qu'un dirigeant y touchera un bonus si les résultats nets dépassent un certain seuil. Toi, en tant que chef comptable, tu dois vérifier le résultat et activer ou non la provision pour ce bonus. Tu ne peux pas te contenter de dire on verra plus tard parce que le pacte t'impose de gérer ça à un moment précis. Point suivant, les conseils pour l'examen du DSCG. Là, tu dois bien connaître la différence entre le pacte d'actionnaires ou le pacte d'associés, c'est la même chose, et les statuts. Retiens que le pacte, il est privé, confidentiel, flexible. Apprends quand même les clauses essentielles comme la clause d'agrément, la clause de préemption, la clause de sortie forcée, la drag-along, ou la clause de sortie conjointe, la tag-along. Et comprends comment elles sont opposables entre parties. Tu dois être capable d'expliquer l'impact du pacte sur le capital, la répartition des bénéfices et évidemment la trésorerie. Et n'oublie pas non plus de voir la partie fiscale, parce que certaines clauses, elles entraînent des conséquences en matière de plus-value, ou bien sur les avantages liés au compte courant d'associés. Donc, mets-toi à jour sur les dernières réformes qui peuvent affecter les entreprises en France et dans l'Union européenne. Pense aussi à la gestion des conflits. Les clauses de médiation ou d'arbitrage, elles sont là pour régler les litiges sans aller jusqu'au tribunal, et ça, c'est un gros plus dans la pratique. Si par exemple, dans un cas pratique d'examen, on te demande de commenter un pacte avec une clause de sortie conjointe, eh bien tu peux expliquer que le but, il est d'éviter de laisser les minoritaires tout seuls si le majoritaire vend. Et puis, tu peux rattacher ça aux conséquences comptables sur la valorisation des titres, parce que si tout le monde vend au même prix, ça va influencer la valeur des parts.